Bonjour à toutes et à tous. Le sujet que je compte traiter cette année est l'histoire de Paris de Philippe Auguste à Haussmann. Alors pourquoi ce sujet? Parce que avant Philippe Auguste, Paris n'est qu'une ville parmi d'autres du royaume franc, mais Philippe Auguste en fait sa capitale en faisant construire une muraille ainsi qu'une forteresse à l'ouest, le Louvre, qui sont destinées à protéger la ville des incursions normandes, parce qu'il faut savoir que le duc de Normandie est alors en même temps roi d'Angleterre. Les successeurs de Philippe Auguste font construire le premier palais de la cité. Ceci constitue le premier moment de l'histoire de Paris. Le deuxième moment de l'histoire de Paris est le moment des Valois au XIVe et XVe siècle. C'est une époque évidemment très troublée avec la guerre de Cent Ans. Néanmoins, Paris, qui est alors la ville la plus peuplée d'Europe, avec 200 000 habitants, est réputée pour ses commerces et ses artisans de luxe, qu'il s'agisse des orfèvres, des artisans drapiers, des merciers d'une manière générale. Et Paris rayonne à l'époque de l'architecture gothique flamboyante. Le troisième moment, c'est la Renaissance. La Renaissance, au cours de laquelle Paris va connaître une sorte de mue avec les premiers travaux d'urbanisme, la reconstruction du Louvre, la reconstruction de l'Hôtel de Ville, et puis le Pont-Neuf et également la place Royale, aujourd'hui place des Vosges, tous deux construits par Henri IV. Le quatrième moment, c'est celui de Louis XIV, une époque tout à fait particulière puisque on entreprend de détruire les murailles successives qui vont laisser place à la ceinture des grands boulevards. Ceci est rendu possible grâce aux conquêtes de Louis XIV et à la construction de forteresses par Vauban le long de la frontière nord de la France. Louis XIV a aussi laissé un certain nombre de monuments régaliens à Paris, comme par exemple l'hôtel des Invalides. Même si Versailles concentre le pouvoir politique, Paris reste la ville par excellence. De même, pendant le cinquième moment, qui est le moment de l'époque des Lumières, qui est caractérisé par une sorte de fièvre spéculative. On voit des quartiers nouveaux surgir, comme le quartier de la Chaussée-d'Antin, ou encore dans des quartiers anciens comme le quartier du Palais Royal, où le duc d'Orléans entreprend effectivement une spéculation importante. Cette spéculation, d'ailleurs, ne se dément pas au cours de la Révolution avec la vente des biens nationaux qui accélère la transmission des propriétés et permet de nouvelles constructions. C'est Napoléon qui a le premier l'idée de restructurer Paris, qui est alors une ville d'1 demi-million d'habitants avec des quartiers très denses, difficiles d'accès, et il
n'a pas tout à fait le temps d'achever son œuvre, mais il montre avec la percée de la rue de Rivoli entre la place du Palais Royal et la place de la Concorde, ce que cela aurait pu être. En réalité, c'est au cours du VIe temps, celui qu'on a retenu sous le nom d'Haussmann, que Paris va être transformé de façon radicale. En réalité, cette transformation a été voulue par Napoléon III et c'est Haussmann qui la réalise. Cette transformation est caractérisée par au moins deux choses. D'une part, la création de grandes percées à travers le tissu urbain ancien existant, avec la grande croisée nord-sud et est-ouest, et puis également des transversales comme le boulevard Saint-Germain, la rue de Rennes. Et d'autre part, Paris s'agrandit puisque les communes périphériques sont annexées en totalité ou en partie à la ville, qui atteint ainsi, à la fin du XIXe siècle, environ 2 millions d'habitants. Il me semble que si l'on veut résumer le propos, et cela pourra me servir de ligne directrice, je dirais que, premièrement, il faut retenir de cette histoire de Paris qu'elle nous a laissé la physionomie actuelle de la ville de Paris, à savoir d'abord ce plan radioconcentrique, les fameuses lignes de boulevard qui correspondent euh, aux anciennes enceintes qui ont été successivement détruites, y compris jusque dans les années 1930 avec les boulevards des Maréchaux. Ainsi que, bien sûr, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les grandes percées à travers le tissu urbain. Je ne reviens pas dessus. En revanche, il faut insister sur le fait que il y a un esprit, une image de Paris qui est telle que lorsqu'on voit une photo de la rue de Rennes ou de la rue de Rivoli ou de ces grandes artères parisiennes, on dit d'emblée, ça, c'est Paris. Et c'est essentiellement dû au règlement d'urbanisme d'Haussmann, qui a légiféré en ce qui concerne la largeur des rues, la hauteur des immeubles, et créant une sorte euh, d'homogénéité dans le paysage urbain. La deuxième idée que j'aimerais que chacun puisse s'approprier, c'est que Paris est sans doute le cas unique des grandes villes du monde à euh, posséder deux artères magistrales. Alors on pense en général aux Champs-Élysées, c'est-à-dire à cette grande artère qui démarre depuis pratiquement la pyramide du Louvre et va jusque à l'Arc de Triomphe. Bien sûr, c'est la première de ces grandes artères. Mais il y en a une autre à laquelle on ne pense pas toujours, qui est celle de la Seine. Depuis la, euh, la cathédrale Notre-Dame jusque au moins au Palais de Chaillot et au Champ de Mars, artères bordées par de superbes monuments et de superbes palais, souvent transformés en musées, et qui font, je parle des deux artères, sans doute de Paris, la plus belle ville du monde. En tous les cas, c'est la thèse que je soutiendrai au cours de ces exposés. Le sujet est évidemment extrêmement riche et mon approche repose d'abord sur une bonne histoire de France. Il y en a de très nombreuses, indispensables pour pouvoir se
se repérer, pour voir situer, par exemple, à quel moment on a construit le Panthéon ou bien tel ou tel autre monument. Je conseillerais aussi, en ce qui concerne la dernière période, c'est-à-dire la période du Second Empire, qui se prolonge d'ailleurs, parce que le style haussmannien, entre guillemets, se poursuit pratiquement jusqu'à la Première Guerre mondiale, de lire une bonne biographie de Napoléon III. Je pense par exemple à celle de Pierre Milza, qui aborde tous ces sujets, y compris dans les aspects controversés des transformations d'Haussmann. Alors, les supports pédagogiques que j'utilise habituellement, à savoir effectivement la projection de documents les plus variés. Et j'insisterai sur le fait que ces exposés seront précédés de visites qui seront des révisions pour moi sur le terrain. J'ajouterais aussi que la visite de monuments est particulièrement importante. Je pense par exemple au Louvre, dans lequel on peut retrouver de nombreux éléments de cette histoire de Paris. Évidemment, il y aura aussi des textes. La littérature est surabondante à propos de Paris. Je pense par exemple euh, à une citation de Montaigne qui est reproduite sur le socle de sa statue face à à l'université, face à la Sorbonne, et que j'utiliserai très certainement parce que elle dit combien ce Bordelais a admiré et a été nourri par la capitale.